Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie. En dénonçant fin février les hordes de migrants clandestins, le président tunisien Kais Saied a attisé la violence à leur encontre. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, ont entamé le retour de leurs ressortissants. Retour sur cette crise et surtout sur l'impact sous-régional. On en parle avec Blimarus. Bienvenue sur notre plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie et qui remercie la rédaction. Heureux de vous retrouver. Vous êtes historien et spécialiste du processus démocratique. Ensemble, nous ferons un retour sur cette crise de migrants subsahariens en Tunisie. Alors très vite, dites-nous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces nombreuses violences qu'on a observées ces dernières semaines? D'accord. Il faut d'abord dire que la Tunisie est un pays qui est convoité par tous ceux qui veulent migrer vers l'Europe. Pas seulement la Tunisie, on a l'Algérie, donc les pays un peu du Nord, ils font frontière avec l'Europe, comme avec la mer Méditerranée, les gens peuvent. Donc l'immigration clandestine se développe dans une zone du nord de l'Afrique, et c'est depuis plusieurs années que c'est décrit. Sauf que quand on arrive en Tunisie, c'est comme dans tout pays, vous pouvez y résider de façon légale. Mais il y a toujours dans les pays des gens qui résident de façon illégale. Qu'est-ce qui va se passer en Tunisie? Il va se trouver qu'il y a des violences, il y a des vandalismes qui sont enregistrés par l'État tunisien et qui sont enregistrés de la part des migrants illégaux. À partir de ce moment, lors du Conseil de sécurité tenu par l'État tunisien, présidé par le président tunisien lui-même, le 21 février dernier, il va prendre la parole et dire que le problème que les Tunisiens rencontrent, c'est le fait de l'immigration clandestine, des migrants, des clandestins qui sont là, et il va pousser, ça rendre compte, pour dire que tout ça c'est une stratégie pour la théorie du grand remplacement. Quel a donc été l'impact des propos du président tunisien sur les migrants subsahariens? Alors dès qu'il dit ça, il va s'attirer le soutien des radicaux. Et puis rapidement, ça va dégénérer. Les cas de violence vont dégénérer. Les Tunisiens vont commencer à repousser leurs frères africains qui sont de peau noire. Ça va créer la violence. Et donc, ces propos sont à l'origine de la violence en Tunisie. Quelle est votre analyse du fond de ces propos? Pourquoi? Quelles sont les intentions qui sont donc liées selon vous à de tels propos? Un chef d'État ne peut pas appeler ses partisans ou bien ses patriotes à refouler les autres peuples. C'est pas possible. Quand on sait que tous les autres peuples se retrouvent un peu partout. C'est pas possible. Il ne l'a pas dit pour rejeter. Il ne l'a pas dit pour rejeter. Il a juste, dans le Conseil de sécurité, dénoncé un certain nombre de faits. Mais seulement que le président, les propos ont été un peu plus poussés. Il ne voulait pas créer de conflit avec les autres pays africains. Non, je ne pense pas. La preuve, il a fait rétropédalage. Il a dit non, qu'il ne parle pas des pays africains. Il ne parle pas du tout les Africains noirs qui sont là. Il parle seulement de ceux qui sont entrés de façon clandestine, qui sont sans papier. Parce que, croyez-moi, vous arrivez en Tunisie, vous avez 3 mois à vous installer. Il n'y a pas de visa entre les pays, certains pays, l'Afrique subsaharienne et la Tunisie. Il n'y a pas de visa. Quand vous arrivez, vous avez 3 mois pour vous installer. Dès que vous vous installez, 3 mois après, vous devez payer $20 chaque semaine. Ce qui constitue en francs CFA 40 500 francs. Environ 40 500 francs par semaine que vous devez payer. Quand vous avez ça, vous avez vos documents. Quand vous avez vos documents, vous circulez librement. Il y a des Africains noirs qui sont là-bas, qui circulent librement. C'est seulement ceux qui n'ont pas les documents. Ceux qui sont là de façon clandestine, c'est eux que l'État tunisien appelle à régulariser les situations, ou encore, en d'autres termes, il demande à toutes les structures de ne pas pouvoir les embaucher sans qu'ils aient des documents. Mais ça c'est légal. Rien ne justifie d'ailleurs toute cette forme de violence. Quelle a été donc la réaction des organisations régionales et sous-régionales par rapport à cette situation, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la Banque mondiale? Déjà, face à une situation légale, les institutions ne peuvent que soutenir. Quand le président a expliqué tout récemment, la CEDEAO, l'Union africaine n'ont que soutenu la vision. Mais les SAP ont été condamnés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des Africains noirs qui ont été
violentées. Oui. Il y a eu des violations des droits de l'homme. Il y a des gens qui ont été bastonnés. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. C'est en ce moment que la Banque mondiale a eu sa dernière décision pour dire qu'il faut que toutes ces situations soient régularisées. Mais aussi, vous voyez que l'Union africaine n'a rien dit, à part Mahamat. Je crois bien qu'il fait une déclaration, mais ça, ce n'est pas un communiqué officiel de l'Union africaine. Voilà, le président de la commission dit simplement qu'ils ont des propos à condamner. Mais vous voyez, il a convoqué le président tunisien, il a convoqué son premier ministre pour dire que désormais, voici ce qu'il voulait dire. Il a repris sa vision du 23 février. Voilà. Alors, dans quelle situation se trouvent aujourd'hui ces migrants dont la vie était en danger? Certains ont été rapatriés, la Côte d'Ivoire a organisé des retours, certains pays tels que le Sénégal aussi ont organisé des retours. Quelle est leur situation en ce moment? Mais le président tunisien, il a beau expliquer, ses propos ont déjà eu l'effet domino. Les gens ont été violentés. Donc les différents pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et autres ont fait un choix, je crois, de rapatrier leurs ressortissants. C'était la meilleure décision. C'était la meilleure décision. Bon, il y a le Mali qui a demandé à ce que l'ambassadeur tunisien donne des explications. Mais la meilleure décision, c'était d'abord de rapatrier ceux qui voulaient. Et l'État ivoirien a mis, je crois, plus d'1 milliard pour rapatrier les ressortissants. Il y a eu des vagues qui étaient... Moi, j'étais à l'aéroport et j'ai vu la première délégation qui est venue le samedi dernier, c'était tout cela. Le premier ministre ivoirien les a accueillis et je pense que c'était la meilleure décision. Comme on ne va pas faire un conflit avec nos frères africains et comme ça met en mal l'image de l'Afrique qui est encore peut-être divisée sur des questions de couleur, ce qui était bien à faire, c'était de rapatrier afin de pouvoir comprendre la situation. Et croyez-moi, le président ivoirien a dépêché son ministre des Affaires étrangères qui a pris un certain nombre de contacts. On est sûr que si jusqu'à présent il n'y a pas de communiqué, c'est parce que les deux chefs d'État se sont compris. D'accord. Quelle va être la suite dans cette affaire, surtout pour les migrants qui sont de retour? Certains étaient en activité, d'autres étaient peut-être pour du business, certains avaient certainement des projets, d'autres ont commencé des projets qui n'ont pas pu achever, ils sont de retour. Vont-ils rester selon leur propre volonté enfin définitivement en Côte d'Ivoire pour le cas de la Côte d'Ivoire, ou est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises dans les pourparlers pour recréer de meilleures conditions de retour? Bon, déjà, je crois que l'État ivoirien a pris des dispositions pour insérer les rapatriés. Au nom de la première vague était de 147. Parce qu'en tout, il y avait près de 700 personnes qui ont été chiffrées, il y avait voilà. 500 volontaires. Voilà. Et donc je crois que tout cela, les dispositions ont été prises. Le ministre de la Jeunesse l'a dit à l'aéroport, les dispositions ont été prises pour que tout cela soit progressivement inséré selon leur volonté, selon les besoins, mais selon les disponibilités. Qu'est-ce que le gouvernement tunisien doit faire pour redorer son blason? Il n'a pas le choix. Le gouvernement tunisien est obligé de dédommager. Ce sont les propos du président. C'est le président qui a tenu ses propos. Ce n'est pas une tierce personne. C'est le premier responsable de l'État qui a tenu ses propos. Et c'est à partir de ses propos qu'il y a eu des dommages. Donc le président tunisien, l'État tunisien est obligé de dédommager. Tous ceux qui ont perdu leur emploi, tous ceux qui ont été blessés, toutes ces victimes seront enregistrées. Et je crois que quand la situation va se calmer, parce que nous sommes en train de partir et tout progressivement au calme, nous retournons progressivement au calme. Vous voyez, la police a commencé à sillonner à Tunis et autres, et le calme est revenu à Tunis. Actuellement, ça fait que c'est à quelques violences, mais ça va se calmer. Quand tout ça va revenir au calme, les victimes seront enregistrées. Parce que la société civile, partout, est en train de chiffrer le nombre de victimes. D'accord. Du point de vue diplomatique, quelle doit être l'attitude au-delà des rapatriements, l'attitude de certains des pays qui sont concernés? C'est de conserver le calme. Et je salue tous ces pays africains qui n'ont pas pris position. Il n'y a pas eu de violence dans les pays pour revenir à la situation tunisienne. Il faut conserver cette position de calme. Il faut avoir la paix entre Africains. Nous devons démontrer qu'on peut résoudre nos problèmes. Je le disais sur ce plateau, on a vu la Côte d'Ivoire avec le Mali, le problème était résolu par le dialogue. Donc on peut encore résoudre nos problèmes, mais on n'est pas obligé de se comporter comme ceux qui n'ont pas compris les propos du président tunisien. Je reste toujours sur cette décision. Je pense qu'ils n'ont pas compris les propos du président tunisien. Le président tunisien n'a jamais voulu s'attaquer à un pays africain. Il aurait dit,
Il dit simplement que ceux qui rentrent de façon clandestine doivent pouvoir régulariser la situation. Et ça, c'est normal. Dans tous les pays, c'est comme ça se passe. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas compris et qui sont rentrés, qui ont commencé à violenter des citoyens, des honnêtes hommes qui sont juste là. Ce n'est pas à eux de faire ça. D'accord, on ne fera pas un procès d'intention, on s'en tiendra donc au propos. Merci, Bli Marius. On aura l'occasion certainement d'approfondir et de suivre cette actualité, enfin d'en faire le dénouement. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.